Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est permettre à des collaborateurs de devenir meilleurs dans leur métier pour les empêcher de se faire remplacer par des IA d'une certaine manière. On veut y contribuer en tout cas. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Vous cherchez un job, vous voulez négocier votre augmente, vous avez envie de vous former à de nouvelles compétences ou vous voulez comprendre votre contrat de travail ou votre convention collective, l'IA se répand à grande vitesse dans les métiers des ressources humaines. Recruter vite et mieux, personnaliser les parcours de formation ou même aller jusqu'à utiliser l'IA générative comme un tacticien de sa carrière. Les RH passent à l'IA et on va essayer de comprendre ce qui est en train de changer concrètement avec notre invité du jour, Yacine Belfkir, le fondateur de l'entreprise Solers.io. Bonjour Yacine et merci d'être dans Changement d'époque en cours. Salut Laurent, merci à toi pour l'invitation et merci pour cette super intro. Merci Yacine, on est ravis de t'avoir. Yacine, tu as fondé l'entreprise Solers.io en 2022, je crois. C'est ça ? Absolument. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est Solers ? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a invité, toi, pour parler d'IA dans les RH ? Écoute, Solers, c'est une entreprise qui utilise l'IA à deux fins. La première, c'est l'évaluation de compétences dans le cadre du recrutement. Et la seconde, c'est l'utilisation de l'IA pour la montée en compétences et l'upskilling. Qu'est-ce que tu faisais avant ? À quel moment t'as croisé la route de l'IA et tu t'es dit, là, dans ce domaine, il y a quelque chose qui nécessite que je monte une boîte ? Moi, ça fait une petite douzaine d'années que je suis entrepreneur. Avant ça, j'ai travaillé chez SFR où je faisais du pricing, de la roadmap. Ensuite, j'ai travaillé chez Google où j'ai accompagné une partie des agences médias sur la digitalisation. Et ensuite, j'ai créé ma première boîte qui était une agence de data, de conseil en data, sujet que vous connaissez bien chez Convertéo. Et suite à ça, donc j'ai rejoint le groupe Faber Novel qui nous a acquis et j'ai eu un parcours qui n'était pas tout à fait ni dans les RH ni dans l'IA, en tout cas pas plus que ça. J'ai ensuite, au travers de plusieurs pérégrinations, j'ai dirigé une école de code qui s'appelle Wild Code School pendant un très court temps. Et c'est là où j'ai effectivement plongé dans le sujet et de l'évaluation de compétences, mais également de la montée en compétences. Suite à ça, j'ai créé Solers avec Benoît Dahan, mon associé, qui n'était pas si orienté IA dans la première bouture, la première itération, le premier produit. En réalité, ce qu'on faisait, c'était une plateforme de recrutement de développeurs permettant aux développeurs de passer une certification, une évaluation, une fois pour toutes, afin de la mutualiser dans la totalité de ses process. Le pain point qu'avaient les développeurs à ce moment-là, c'était de passer des coding games à chaque fois que quelqu'un candidatait, etc., etc. Alors, quand on ne connaît pas cet univers, ça veut dire que quand on est un développeur et qu'on candidate à des offres d'emploi, on doit, dans le processus, avoir des cas pratiques, en réalité, pour démontrer ses compétences, c'est ça ? Et les développeurs devaient en faire à foison et c'était un problème pour eux, c'est ça ? Absolument, très bien résumé. Et ce problème-là, on a essayé de l'adresser en leur permettant de mutualiser leur certification dans la totalité de leur process. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé sur les évaluations et est venu un moment où l'IA générative a explosé comme personne n'a pu le rater. Et ça nous a incité à créer dans les tests qu'on faisait une couche intelligente qui consistait non pas seulement à mesurer ce que les gens faisaient, mais également à comprendre pourquoi ils avaient fait des choses. Et typiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez de nos cours de maths, c'est à partir de la 6e ou la 5e qu'on commençait à nous dire le résultat seul ne suffit pas, il faut le justifier. Et on trouvait plus intéressant, grâce à l'intégration de l'IA générative, de questionner les développeurs sur la manière dont ils étaient arrivés à tel ou tel résultat, plutôt uniquement que de juger leurs résultats. Donc ça a été le premier pas qu'on a fait dans l'IA générative sur ce premier produit. Alors, on va passer un moment à parler de l'application de l'IA spécifiquement dans le recrutement, mais juste avant, si on essaye de dépasser un peu ce cas d'usage principal, au-delà du recrutement, l'application de l'IA dans l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur dans une entreprise, du recrutement jusqu'à la gestion de sa carrière, voire jusqu'à la gestion de son départ, est-ce qu'il y a des grands endroits où l'IA est en train de vraiment de changer la donne dans les ressources humaines ? C'est vraiment en train de se faire. Donc c'est difficile de répondre de manière certaine, mais absolument tous les segments sont touchés aujourd'hui.
Il n'y a aucun segment qui n'est pas concerné. La question de savoir où est-ce que ça va réellement créer de la valeur de manière pérenne et profonde, ou est-ce qu'on est juste sur un incrément de quelques pourcents, ça n'est pas encore complètement fait. Cependant, ce que je peux te dire, c'est que il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, par exemple, au niveau du sourcing. C'est de plus en plus facile de candidater. Peuvent en témoigner le nombre de candidatures qui explosent et qui sont multifactorielles. La manière de l'analyser, c'est de dire est-ce qu'il y a plus de gens qui cherchent du boulot ou est-ce qu'en moyenne, quelqu'un qui cherche du boulot va candidater à plus d'offres. Et c'est les deux, mais quand on observe ça, on se rend compte que les candidats utilisent l'IA pour candidater. De l'autre côté, les recruteurs utilisent l'IA pour filtrer les candidatures. Et on se retrouve face à quelque chose dont on n'a pas encore l'issue clairement en tête et qui est assez intéressante. Donc ça, c'est assez rigolo. Et ensuite, évidemment, à tous les endroits. Donc par exemple, écrire une lettre de motivation n'a plus aucun sens. Parce que ça prend littéralement 1 minute de l'écrire. Ensuite, même pas 20 secondes de l'écrire avec de l'IA. Ensuite, elle sera traitée par un LLM qui lui-même déterminera si cette lettre est positive ou pas. C'est la fin de la lettre de motivation. Ça n'a plus d'intérêt. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner aux candidats qui nous écoutent? Plus de lettre de motivation? J'aurais aimé qu'il n'existe plus de lettre de motivation depuis longtemps et c'est plus un conseil que je donnerais aux recruteurs en réalité, de se défaire de ça. Alors, il y a une des grandes promesses de l'IA dans les RH et notamment dans le processus de recrutement qui est liée à la réduction des biais, l'idée que l'IA permette de réduire, voire d'éradiquer les biais dans le recrutement. Est-ce que cette promesse aujourd'hui, elle est en passe d'être tenue ou est-ce qu'on en est encore loin? Est-ce que l'IA, elle est vraiment plus neutre ou est-ce que la réponse, c'est ça dépend? L'IA est par définition plus neutre. Et donc elle est à 100% plus neutre. Maintenant, la vraie question, c'est quand est-ce qu'elle est pertinente? Beaucoup de manières d'utiliser l'IA pour de l'évaluation. Il y en a une qui est plutôt vertueuse et l'autre qui l'est moins. On est beaucoup à avoir en tête une des expériences qu'a fait Amazon il y a un moment sur justement la sélection de candidats. La manière dont ils avaient procédé, c'était d'observer les caractéristiques des top performers dans l'équipe et de les extrapoler pour retrouver ces caractéristiques dans des candidats qu'ils ont donc jugés comme étant eux-mêmes potentiellement top performers. Je donne un exemple, cette personne est un top performer, on va la break down, on va essayer de comprendre de quoi elle est composée. Ok, c'est un homme, il a 41 ans, il a fait Harvard et avant il a travaillé chez Google. La reproduction facile était d'aller chercher que des hommes blancs de 41 ans qui ont fait Harvard et Google. Évidemment, c'est extrêmement biaisé et donc ils ont mis fin à cette expérience. Maintenant, la manière dont nous on procède par exemple chez Solers, mais je pense que c'est la bonne, c'est plutôt de partir du besoin, de le caractériser et une fois qu'on a caractérisé le besoin, de confronter le candidat ou la candidate à ce besoin. Et là, on est sur quelque chose de complètement objectif puisqu'on ne demande pas à l'IA de prendre une décision dans l'absolu, on lui demande de comparer un corpus conversationnel, par exemple, à une grille très fournie et on est uniquement sur une des tâches les plus basiques de l'IA qui est de retrouver des éléments dans 2 éléments de texte et de les comparer. Ce que tu décris, c'est un des endroits dans le processus de recrutement sur lequel Solers apporte une solution, c'est ce sujet de proposer aux candidats de faire des cas pratiques pour démontrer leurs compétences, c'est ça? Ça fait partie des cas d'usage, effectivement. On peut faire la même chose pour évaluer les expériences des candidats et déterminer à quel point ces expériences matchent avec le besoin qui a été défini en amont. Mais alors, justement, ça nous amène à un point qui est assez important. Quand on recrute, on a plein d'éléments factuels et rationnels posés, décrits. On a une fiche de poste, on a une idée du salaire, de la formation nécessaire et des expériences précédentes chez les candidats. Et puis parfois, quand on recrute, on voit passer un CV, on a de l'intuition, on voit des pièces d'un puzzle qui ne sont pas exactement la même image qu'il y a sur la boîte, mais on se dit, là, je sens qu'il y a quelque chose à tirer. Est-ce que ça, l'IA peut le faire? Est-ce que l'IA peut avoir cette intuition? Est-ce qu'il faut chercher à coder ça dans l'IA? Ou est-ce qu'il faut se dire cette partie-là, elle doit rester humaine et cohabiter avec là où l'IA est très forte à d'autres endroits dans le processus? Comment tu vois ce point-là? Une des premières questions que m'inspire ta question, c'est est-ce qu'on veut garder cette intuition? Parce qu'en réalité, moi, avant de plonger dans le monde du recrutement, je fonctionnais beaucoup à l'intuition là-dessus. Or, l'intuition a beaucoup de downsides, de problèmes. Un des problèmes, c'est la qualité de la personne qui a cette intuition.
Si jamais c'est quelqu'un qui est très fort, ça peut être plutôt positif. Si c'est quelqu'un qui est pas très fort, globalement, ça peut être plutôt négatif. Et on n'a pas que des gens très forts dans les entreprises, on le sait, ou en tout cas pas forcément pour juger les gens. Et ça, c'est un des problèmes. Et c'est pour ça que ont été mises en place tout un tas d'approches comme les entretiens structurés, les scorecards d'analyse, etc. Et donc, mon point de vue là-dessus, c'est que l'IA ne peut pas faire ce que tu décris pour une raison qui est que ce que tu décris n'est pas vraiment défini. Et on ne peut pas coder quelque chose qui n'est pas défini parce que sinon ce ne serait plus de l'intuition. On peut essayer de reproduire des choses. Nous, on a des clients, par exemple, qui nous essayent de nous formaliser au maximum les caractéristiques des choses qui les intéressent et on essaye de les transformer, mais on les transforme via des scorecards. Est-ce que ça ne rend pas plus difficile l'accès à des profils atypiques, à des parcours avec des reconversions, avec des choses qui ne vont pas correspondre à une description linéaire, rationnelle, cohérente? Comment ces profils atypiques peuvent continuer d'être identifiés comme des bons candidats, avoir une bonne note? Il y a des algorithmes de scoring notamment. Comment on fait en sorte de ne pas exclure ces profils-là? C'est une question centrale et je pense que c'est exactement l'inverse que l'IA permet. Et la manière dont l'IA permet ça, c'est évidemment si on dit à l'IA sélectionne les personnes qui ont fait top 3 écoles parisiennes, là c'est même plus de l'IA en réalité, c'est juste un algorithme de tri et c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut descendre beaucoup plus bas et descendre justement à la compétence. Si on descend à la compétence, c'est là où on donne toutes les chances à quiconque, quel que soit son parcours, son extraction, son origine, de démontrer qu'il ou elle a de la valeur. Et donc typiquement, si jamais l'heuristique ou le proxy ou le raccourci mental qu'on avait en tête, qui était de dire quelqu'un qui sait faire des analyses avancées de marché, c'est quelqu'un qui a probablement fait HEC ou ESSEC, et bien en réalité, on l'a fait parce que peut-être statistiquement on a rencontré plus de personnes d'HEC qui faisaient des bonnes analyses, mais il faut qu'on accepte de redescendre au niveau inférieur, parce qu'aujourd'hui c'est possible de dire ce que je veux, c'est juste quelqu'un qui sait faire de bonnes analyses. J'ai pas besoin ni de m'appuyer sur le fait qu'il ou elle ait fait HEC ou qu'il ou elle ait travaillé chez Mac ou chez BCG. En fait, il me suffit de savoir vraiment ce que je veux, à savoir sa capacité à faire des analyses. Et dorénavant, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à l'IA d'évaluer sa capacité à faire ces analyses. Et c'est là où on devient beaucoup plus fair d'une certaine manière. C'est une manière de lisser des grands facteurs de biais. D'où viennent les biais? En réalité, c'est dans notre tendance naturelle de notre cerveau à chercher des heuristiques, donc des raccourcis mentaux. On n'a pas la capacité ou l'occasion d'analyser de manière profonde les capacités d'une personne, puisqu'on parle de compétences, mais on pourrait l'extrapoler à d'autres choses. Et donc, on s'appuie sur ces espèces de raccourcis qui nous permettent de dire OK, il ou elle a travaillé là, donc je peux inférer que il ou elle sait faire ça. Parce que statistiquement, c'est peut-être relativement vrai, quoique. Yacine, avec le recrutement assisté par l'IA, on est dans un cas où d'ailleurs pas forcément le recrutement, également l'évaluation des compétences tout au long de la vie d'un collaborateur, on est dans un cas où un algorithme participe à un processus décisionnel qui concerne un individu en particulier. Donc comment on fait pour que ce processus décisionnel soit transparent pour le candidat ou la candidate en recrutement, pour le salarié évalué au cours de son contrat de travail? Comment s'assure-t-on, peut-être déjà pour commencer, que les ressources humaines comprennent la décision qui leur est fournie, en tout cas l'aide à la décision qui leur est fournie par l'IA, et qu'ils soient en capacité de l'expliquer au candidat? Comment on se met dans cette situation-là? J'évoquerai deux choses, effectivement. J'évoquerai comment on le fait pour le recrutement et comment on le fait pour la formation. Sur le recrutement, ce qui me paraît essentiel, évidemment, c'est de systématiquement, et d'ailleurs c'est obligatoire, de systématiquement laisser un humain prendre la décision finale. Il ne faut pas que l'IA décide si quelqu'un est recruté ou pas, ça n'a pas de sens, parce que l'IA, comme tu disais parfaitement, c'est un outil d'aide à la décision et c'est pas un outil de décision autonome. Il s'agit notamment de leur donner tous les éléments les plus granulaires pour qu'ils puissent prendre cette décision. Et donc, si jamais on donne uniquement un score et que les gens regardent le score puis décident, c'est catastrophique. Mais en revanche, nous, ce qu'on essaie de faire, par exemple, je parle de nous, mais c'est le cas de tous les bons outils d'IA sur ces sujets, on va donner un score, on va donner un résumé, on va donner une grille d'analyse remplie, puis justifiée, et enfin, on va donner la totalité du corpus de l'échange qui va permettre d'aller creuser au niveau le plus granulaire possible pour prendre cette décision. Quant à savoir comment est-ce qu'on donne accès à ces éléments aux candidats, je pense que le mieux, c'est de le faire à travers un feedback de la part des recruteurs, tel qu'ils ont l'habitude de le faire, mais avec un confort supplémentaire, puisque le feedback est étayé de choses très très faciles à expliquer, etc.
Sur la partie montée en compétences, là c'est encore plus flagrant, puisqu'il y a une relation directe entre le collaborateur et l'IA. Typiquement, nous, ce qu'on fait là-dessus, c'est on crée des jeux de rôle dans lesquels on fabrique des personnages synthétiques en IA, permettant au collaborateur de s'entraîner à pitcher, par exemple. En faisant ça, en fait, le collaborateur fait 2 choses. Un, il s'entraîne sans aucun enjeu à parler de certains sujets, typiquement aller faire une proposition tarifaire un peu élevée, un peu difficile, chose à laquelle il ou elle n'est pas à l'aise. On se retrouve dans une situation où on le fait 5, 10, 15 fois avec une IA très réaliste. Ça n'est plus un problème, on est désinhibé. La deuxième chose, c'est qu'on a un feedback immédiat à la suite de cette conversation et qui est une grille d'analyse avec du coaching, etc. Et en fait, là, c'est vraiment une relation one-one entre le candidat, enfin, entre le collaborateur et l'IA. Et là, le sujet, effectivement, du feedback est direct. Au-delà du recrutement, on en a parlé un petit peu en introduction, plein d'endroits, plein de moments dans les métiers des ressources humaines où l'IA peut transformer l'expérience des collaborateurs qui sont déjà en poste. Est-ce qu'il y a des exemples dans la gestion des carrières qui te viennent en tête ? Est-ce que c'est un moment dans la vie des entreprises où tu vois un potentiel où l'IA peut automatiser des tâches laborieuses, permettre de faire des choses qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient inaccessibles et qui peuvent être aujourd'hui faites plus rapidement. Est-ce qu'il y a des grandes catégories de bénéfices dans la gestion des carrières des collaborateurs qui te sautent aux yeux ? Oui, bien sûr. Il y a des pans entiers de choses qui sont complètement renversées par l'IA. Je dis renversées parce que si on prend un exemple sur la relation client. Aujourd'hui, tu as typiquement 2 grands pans dans la relation client qui sont les appels entrants et les appels sortants. Sur les appels entrants, je pense que la tendance elle est assez flagrante sur le fait que c'est aujourd'hui des IA vocales qui prennent cette partie-là et ça semble assez difficile à arrêter comme mouvement. Une parenthèse là-dessus sur le sujet des IA vocales. Nous, on a un point de vue vraiment particulier là-dessus qui est de dire l'IA peut faire 2 choses. Elle peut remplacer des gens ou elle peut les faire monter en compétences sur les métiers qui, eux, ne sont pas remplaçables. Mais pour ne pas être remplacés, il y a une espèce d'obligation d'excellence qui s'impose à eux. Et donc, typiquement, c'est ce qu'on observe dans les call centers. Sur les appels sortants, par exemple, commerciaux, eh ben, on est face à des gens qui, pour pouvoir tenir la compétition avec le reste, sont obligés d'être excellents et donc doivent se former. Donc ça, c'est un des pans dont on pourrait parler. Ensuite, plein de choses qui sont très disséminées. Tu vois, par exemple, tout ce qui concerne la prise de notes pendant des entretiens, pendant des rendez-vous, pendant des visios, ça c'est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer de la donnée avec une célérité vraiment importante. Donc il y a la fabrication et ensuite toute la bataille qui est en train de se jouer, c'est l'accès à cette donnée et comment est-ce qu'on la leverage. Donc tu as des acteurs comme Dust, comme Community, etc., qui sont des experts d'aller structurer cette donnée, la chercher et pouvoir générer de la valeur avec ça. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très, très transformatif. Tu parles, j'imagine, toutes les semaines avec des RH ou avec des responsables RH d'entreprise. Aujourd'hui, en 2025, ces gens-là, ils te posent quoi comme question ? Ils sont dans quel état d'esprit ? Ils sont enthousiastes à l'idée de pouvoir gagner du temps avec des outils d'IA. Ils sont peut-être pleins de fantasmes sur des choses qu'ils pourront faire alors qu'en fait on n'y est pas encore vraiment. Ils ont peur, ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la nature des relations avec les gens qui font ce métier-là ? C'est tout ça à la fois. Et parfois chez la même personne. Typiquement, la connaissance n'est pas toujours très avancée. Et donc ça entraîne 2 choses que tu as citées, les fantasmes et la peur. Les fantasmes sont plutôt positifs parce que en réalité on est dans une telle célérité que les fantasmes d'aujourd'hui sont probablement les vérités de dans quelques mois, parfois quelques années. Parfois il y a de la peur, parfois justifiée, parfois non justifiée. Et quand la peur justifiée, c'est c'est un problème immense, je pense, qui passe sous le radar, qui est le shadow IA. Globalement, on est aujourd'hui, toutes les entreprises ont déjà donné 20 fois toutes leurs données à OpenAI sans le savoir. Ça, c'est un énorme sujet qui leur fait peur. Et du coup, ils sont très, très stricts sur les sujets de RGPD, de confidentialité, de sécurité de données, de flux de ces données, dans quel moteur, dans quel LM ils terminent. Et ils ont raison
Néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent de boucher un petit trou, alors qu'il y en a d'autres béants qui malheureusement leur échappent complètement et en dehors de leur responsabilité. Mais pour beaucoup, et il y a un gradient qui dépend de la taille des entreprises, pour beaucoup, ils ont envie d'y aller, mais ils sont un peu engoncés dans beaucoup de contraintes. Mais je sais que c'est à l'ordre du jour de tous les COMEX, globalement, du CAC 40. Yacine, il y a un rapport qui a été publié début juin par l'Association nationale des DRH, l'ANDRH, qui dit plein de choses intéressantes sur l'IA dans le domaine des DRH, mais il y a un point qui a retenu mon attention, c'est sur le fait que le déploiement de l'IA à grande échelle dans ces métiers-là, elle se heurte à une fragilité structurelle qui est la complexité des systèmes d'information RH. Pour le dire simplement, le fait que la donnée sur les collaborateurs, elle est éclatée entre beaucoup d'outils et souvent des vieux outils, entre les congés, la paye, pour n'en citer que 2, les outils dans lesquels on évalue les candidats, pour en ajouter un 3e. Cette complexité logicielle et de multiplicité de sources de données, elle est souvent perçue, en tout cas c'est les résultats du sondage auquel ont répondu les membres de la NDRH, elle est perçue comme l'un des principaux freins au fait d'ajouter une couche d'IA, le sujet plus global de ce qu'on appelle la legacy technique dans les entreprises. C'est aussi une frustration, ou en tout cas une peur qui est remontée par les gens avec qui tu discutes, qui te disaient peut-être j'aimerais bien y aller mais je sais que ça va pas marcher, ou alors j'ai déjà tellement d'outils, je sais pas comment faire avec un autre. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'en réalité, c'est pas lié à l'IA. Et c'est complètement propre au fait d'ajouter un outil dans l'absolu. Mais c'est très juste. Ils ont des stacks qui sont compliqués, des interconnexions qui sont pas évidentes. Le vrai sujet, et c'est vraiment, je pense que c'est assez peu lié à l'IA. C'est vraiment, j'ai envie d'ajouter ce produit. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je peux le garder en standalone ou est-ce que je dois le connecter? Si je dois le connecter, comment m'y prendre, qu'est-ce qu'il va chercher, quels sont les droits auxquels il va avoir, etc. Donc c'est un problème en effet, mais pas nouveau, et je trouve qu'ils sont assez enclins de plus en plus à faire des POC. Des prototypes, des expérimentations. Absolument, et des expérimentations sans avoir besoin de se connecter à l'ERP, au gros legacy, etc. Et ils sont parfois tellement motivés par les résultats qu'ils acceptent d'avoir des systèmes qui vivent en parallèle. C'est même parfois plus rassurant parce que si jamais justement un système IA n'accède pas à un ERP, c'est rassurant en termes de sécurité de données, etc. Yacine, on a fait un bon tour du sujet. Peut-être pour terminer sur l'avenir de Solaire, sur l'avenir de ton entreprise, comment vous abordez les prochains mois? C'est quoi les projets qui sont dans les cartons? Est-ce qu'il y a une feuille de route avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits? Et puis de manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Nous, on est très très tourné sur les IA vocales personnalisées. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est permettre à des collaborateurs de devenir meilleurs dans leur métier pour les empêcher de se faire remplacer par des IA d'une certaine manière. On veut y contribuer en tout cas. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les personnalisations qu'on peut faire. C'est-à-dire que à quel point on sera loin d'un chat GPT à qui on parle et on lui dit « Ah, dis-moi si », etc. et ce type de conversation. Et notre certitude, c'est que ça, c'est basé sur une connaissance fine et profonde et de l'entreprise et de l'individu, avec potentiellement 10 à 15 sources de données sur ces sujets-là. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Et tous les clients qui nous ont fait l'honneur de leur confiance là-dessus commencent à en voir les premiers résultats en termes de performance, notamment commerciale. Et ça nous ravit. Merci Yacine, le sujet bouge très très vite, il y a encore plein d'aspects je pense sur lesquels on pourra revenir, on sera ravis de te recevoir à nouveau. Merci à toutes et tous d'être restés avec nous, on a comme toujours plein d'épisodes passionnants en préparation, alors vous avez une chose à faire, c'est d'aller vous abonner sur la plateforme de podcast que vous préférez, on est partout et si vous avez aimé notre conversation, laissez-nous un commentaire, ça nous aide et puis surtout à très vite.